Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle émission de direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence à la une par une nouvelle très importante. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu cet après-midi à l'aéroport international du Caire son homologue algérien Abdelmajid Tebboune qui effectue une visite officielle de 2 jours au Caire. Cette visite est la première pour le président algérien en Égypte depuis sa prise des fonctions. Les deux présidents s'entretiendront des relations bilatérales et des moyens de les renforcer au niveau de tous les domaines. Ils vont aussi aborder les questions régionales et en particulier la crise libyenne, la situation en Libye étant très importante pour la sécurité nationale de l'Égypte et de l'Algérie. Au menu des entretiens figurent aussi les préparatifs du prochain sommet arabe qui sera tenu en Algérie. Alors, pour discuter de ce sujet et de tous les sujets, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ahmad El-Lessi Nancé. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'importance de cette visite du président algérien, surtout avant le sommet arabe. Par contre, nous, avant d'interviewer M. Ahmad, nous avons un appel téléphonique. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, cher ami. Alors, comme je viens de poser la question, l'importance de cette visite, surtout en préparation au sommet arabe qui sera tenu en Algérie, ou bien prévu en Algérie en mars prochain. Exactement. D'abord, laissez-moi vous dire que les opinions que j'exprime ici ne reflètent nullement l'opinion de quelque autre quartier, organisation, ministère. Ce sont mes opinions propres et tout à fait personnelles. La visite du président Tebboune en Égypte est d'une extrême importance, comme vous l'avez dit, en vue du sommet arabe qui va se tenir en mars à Alger. Les relations égypto-algériennes ont toujours été excellentes, bien avant même l'indépendance de l'Algérie. Elles ont continué, mais elles ont reçu un froid à un certain moment pour des raisons purement politiques. Mais aujourd'hui, je pense que le terrain est propice à la reprise des relations historiques entre l'Égypte, bien avant l'indépendance, je le disais, et aujourd'hui et demain, pour des raisons tout à fait pragmatiques. Tout d'abord, la situation de la sécurité dans le Sahel est d'une extrême importance pour les pays de la région, à partir du Nigeria, du Niger, l'Algérie, le Maroc, le Mali, on connaît la situation, la Tunisie, la Libye et définitivement l'Égypte. Le Sahel est un immense territoire qui n'est pas vraiment bien contrôlé et au sujet duquel il doit y avoir un resserrement des échanges d'informations techniques et de lutte contre le terrorisme qui s'est installé là-bas en partant de l'Afghanistan, éventuellement certains éléments de la Syrie et probablement appuyés par certaines forces étrangères à la région. Donc il est très important entre l'Égypte et l'Algérie de mettre sur les rails cette coopération en matière de sécurité, d'information, mais il est indispensable de faire participer aussi les autres pays de la région sur le même pied d'égalité. On ne pourra pas ignorer l'importance des pays comme la Libye qui essaie de se ressaisir, la Tunisie, le Maroc, le Niger, le Mali, dans cette lutte contre le terrorisme qui sévit toujours dans le Sahel. Il est vrai qu'il est endigué, qu'il est en partie endigué, mais il est sous-jacent dans les diverses parties de cette région et on le voit de temps en temps quand des éclatements arrivent au Nigeria et au Mali. Il y a quelques jours, un soldat français qui a été tué au Mali, etc. Donc voilà. Le deuxième volet très important, c'est que, à mon propre avis, je disais que c'est mon opinion personnelle, la politique égyptienne
et je ne parle pas en son nom du tout, mais c'est mon avis, est devenue une politique pragmatique et réaliste. Dans un sens où l'Égypte regarde ses intérêts fondamentaux dans toutes ses relations avec les pays frères de la région, les pays arabes, tous les pays du sud de la Méditerranée, mais aussi les pays du nord de la Méditerranée. L'Algérie ne peut pas être ignorée dans ce domaine-là, mais aussi il faudrait, je ne dirais pas faire attention, mais il faudrait prendre en considération l'importance d'autres pays de la région qui ne sont pas toujours en accord avec l'Algérie et pour lesquels l'Égypte, à mon avis, va garder une distance égale, juste et équitable entre les parties, mais sa politique, à mon avis, sera et devrait être fondée sur l'échange d'intérêts fondamentaux en matière d'économie, d'échange d'informations, d'expertise dans différents domaines. Voilà. Très bien. Nous savons que l'Égypte entretient beaucoup de très bonnes relations et avec l'Algérie et avec le Maroc. Il y a un différend entre les deux pays nord-africains sur le Sahel et la question du Polisario. Alors, est-ce que c'est une occasion que l'Égypte joue un rôle de médiateur entre les deux pays, surtout avant la tenue du sommet arabe? Regardez, j'ai servi comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental et j'ai pu moi-même vérifier et toucher les réalités de la situation. L'ex-président Moubarak, par exemple, a fait une dizaine de voyages en Algérie et au Maroc pour essayer de concilier les différentes positions. Ça n'a pas réussi. Des dizaines... Jeff Becker, un ex-ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a lui-même essayé pendant des années. Kofi Annan, ex-secrétaire général des Nations Unies, a lui-même tenté des interventions. Ça n'a jamais marché. La question, à mon avis, a des aspects différents, qui ne sont pas nécessairement des questions d'intérêt, d'échange, etc. Il y a des questions de principe, il y a des questions de concurrence sur le leadership de l'Afrique du Nord, ce qui entrave malheureusement la création de l'Union du Maghreb, qui serait un élément fondamental, essentiel pour le développement de la région. Mais malheureusement, je ne vois pas d'issue immédiate à la situation pour des raisons qui nous dépassent et pour lesquelles je n'aimerais pas entrer en discussion, car cela risquerait d'affecter les relations avec l'un ou l'autre des deux pays, ainsi que le Polisario, nous n'avons pas de relation avec eux. Non. Et l'Égypte gardera, à mon avis, une opinion, se gardera en réserve et ne devrait pas, à mon avis, intervenir dans ce conflit par une médiation, car des dizaines de médiations très sérieuses et au plus haut niveau n'ont pas abouti. Je suis conscient que le ministère des Affaires étrangères et le chef d'État, M. Sisi, président Sisi, sont au courant de cette situation et ne tombons pas dans des pièges favorisant l'une ou l'autre des deux parties. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz. Je vous remercie pour toutes ces explications. Alors, Monsieur Ahmed, Monsieur l'ambassadeur a expliqué quand même une partie, ou bien l'importance de cette visite, mais si on parle de l'importance régionale, c'est-à-dire surtout que le nord de l'Afrique, il y a beaucoup d'événements, surtout en Libye, par exemple, ce qui se passe, et puis avec la matière du terrorisme, etc. Que pensez-vous de l'importance de cette visite vis-à-vis de ces sujets? Je pense que c'est une très très importante. Je pense que, si je ne me trompe pas, il y a presque 2 ans maintenant, à cause de Covid, qu'on n'a pas eu un sommet arabe. Donc, ça devient, après une période qui était dure sur dans plusieurs directions. Si on regarde très rapidement la région, on n'est pas la région des pays arabes, le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient, donc on n'est pas dans une période très facile ces jours-ci.
si on va se focaliser sur le nord de l'Afrique, l'Algérie, pour commencer avec, c'était le premier pays où le président Sisi a rendu visite comme sa première visite internationale. Moi, je me rappelle très bien parce que je vivais là-bas dans cette période, donc c'était en 2014. Donc, ça est en train d'exprimer d'une façon ou l'autre l'importance des relations entre l'Égypte et l'Algérie. Notamment, les deux pays ont subi des défis terroristes qui se ressemblent énormément. Donc, on a lutté contre le terrorisme. Je pense que malheureusement, l'Égypte est un ou deux pas un peu plus avancé parce que l'Algérie vient de subir il y a, je pense, quelques semaines ou quelques mois, 2 ou 3 attentats terroristes. Il y a... Et la situation en Algérie, ça n'a rien à voir avec sa situation dans les années 90. Non, absolument non. Non, ça c'est une autre histoire complètement. Ça, c'est une autre histoire complètement. Le terroriste que l'Algérie est en train de combattre ces jours-ci, c'est des terroristes un peu à ce qu'on avait plus ou moins au Sinaï. Donc là, la coopération entre l'Égypte et l'Algérie, ça devient très très important pour qu'on aide nos confrères là-bas pour passer ou dépasser cette période. Notamment, l'histoire libyenne, comme Son Excellence vient de dire, est un défi très important. Les deux pays, pour l'Égypte, on a 1200 kilomètres de frontières avec la Libye. Et pour l'Algérie, je ne suis pas sûr du chiffre, mais ce n'est pas très loin de ça, plus ou moins, c'est la même distance en frontière. La situation présente en Libye n'est pas acceptable. Les points de vue algériens et égyptiens sont presque se rassemblent bien, que la priorité en Libye, c'est d'avoir les élections. Elles étaient dues à prendre place le 24 décembre passé. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Et maintenant, on doit remettre le parcours pour les élections en rail une deuxième fois. Notamment que l'Égypte et l'Algérie sont tout à fait d'accord sur l'importance et l'exigence que tous les mercenaires et tous les forces étrangères doivent quitter la Libye. Oui. Et ça, ce qui a été agréé dans la conférence de Berlin, mais malheureusement, ça n'est pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Et pour avoir des élections libres, qui peuvent vraiment exprimer la volonté du peuple libyen, c'est très important que toutes les forces étrangères quittent la Libye pour qu'on puisse avoir ce genre des élections. Et là, on est 100% sur la même page. Je pense que la situation, il y a pas mal de défis en Tunisie aussi. Donc je pense que ça va être notamment une des points de discussion. Et la situation du reste des pays arabes n'est pas la meilleure. Donc si on regarde l'Irak, la Syrie et maintenant le Liban qui vient se joindre... L'un des différends entre les pays arabes lors du sommet prochain, c'est la place ou bien le siège de la Syrie, le retour du siège de la Syrie dans la Ligue arabe. Est-ce que ça sera dans le menu de discussion entre les deux présidents? Je pense que, j'ai pas d'informations, mais je pense que ça doit être parce que qui représente la Syrie et comment la Syrie va être représentée, ça peut changer pas mal de choses. Donc c'est une question très très importante que je pense ça doit être sur la liste de discussion. Et puis on a toujours la coopération économique entre les pays arabes et surtout pour cette visite spécifiquement, on a la coopération entre l'Algérie et l'Égypte. L'Algérie est un pays qui est très riche en cash, mais elle a un trajet très long
pour le développement. Et là, l'Égypte peut aider. On a déjà une présence très importante avec pas mal de sociétés privées. Là-bas, oui, voilà. Là-bas, surtout dans le domaine de construction. Et là, je pense qu'on peut vraiment prendre la coopération économique entre les deux pays dans la phase prochaine, si vous voulez. On peut continuer notre discussion sur cette visite après ce reportage marqué par la coordination et la concertation. Les relations entre l'Égypte et l'Algérie sont un modèle de coopération et de solidarité entre les pays arabes et africains, comme en témoignent les contacts permanents entre les dirigeants des deux pays pour discuter des derniers développements de la situation au niveau arabe et régional, notamment en ce qui concerne la crise libyenne, la question palestinienne, la préparation du prochain sommet arabe prévu en Algérie et la promotion de l'action arabe commune. Salih Hamed nous donne les détails. Marquée par la coordination et la concertation, les relations entre l'Égypte et l'Algérie sont un modèle de coopération et de solidarité entre les pays arabes et africains, comme en témoignent les contacts permanents entre les dirigeants des deux pays pour discuter des derniers développements de la situation au niveau arabe et régional, notamment en ce qui concerne la crise libyenne, la question palestinienne, la préparation du prochain sommet arabe prévu en Algérie et la promotion de l'action arabe commune. Dans ce contexte, les consultations entre l'Algérie et l'Égypte sur la question libyenne se poursuivent depuis le début de la crise en vue de trouver une solution politique interlibyenne qui conduise à une sortie de la phase de transition et à l'élection d'une direction légitime. En marge du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, tenu en décembre dernier à Oran, la vice-ministre des Affaires étrangères d'Égypte, chargée des organisations africaines, avait affirmé que le rôle de l'Algérie, un pays respecté et sa voix entendue au sein de l'Union africaine, est très important, fondé sur une vision claire et nette. Les relations historiques égypto-algériennes, de par leur profondeur arabe et dimension africaine, se sont hissées ces dernières années à un niveau qui reflète le poids des deux pays au plan arabe et africain, comme en témoigne la dynamique des concertations entre les directions des deux pays. Pour rappel, la première visite du président Abdel Fattah el-Sisi après son accession au pouvoir en juillet 2014 était en Algérie, un geste reflétant la profondeur des relations qui lient les deux pays et les deux peuples frères. Lors de cette visite, le président el-Sisi avait affirmé l'existence de relations stratégiques communes entre l'Algérie et l'Égypte, outre plusieurs questions qui nécessitent un travail commun. President Abdel Fattah el-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة. Discussing regional and international developments. Solid and strong relations on the path of partnership and development. Comme le reportage vient de mentionner, il y a beaucoup de sujets desquels les deux présidents vont discuter pour préparer surtout le sommet arabe qui sera tenu ou bien prévu en mars en Algérie. Entre autres, il y a la question libyenne et la coopération inter-arabe. Là, apparemment, il y a des différends entre les pays arabes sur plusieurs dossiers, peut-être sur la Syrie, sur la Libye. On n'est pas vraiment
Est-ce que c'est possible de rassembler vraiment, ou bien d'unifier l'opinion arabe sur ces questions? Écoutez, je ne sais pas la réponse à votre question, mais ce que je sais très bien, que si c'est ça l'objectif, donc ce qu'on doit faire, c'est que tout le monde se réunit et on discute les sujets, on les met sur la table. On va réussir ou non, je ne peux pas répondre, mais on doit essayer. Donc ça, c'est ça qui est très important maintenant. Parce que les différences, surtout après 2 ans sans réunion, sans sommet, je pense que se sont élargis. Et ils se sont élargis à un point que c'est très difficile de dire si on pourrait les résoudre au bout de 48 heures des réunions. Mais même si on peut définir les points de discussion ou même les points de différence et que ça peut être pris de côté pour qu'on creuse un peu plus et avec d'autres discussions pour peut-être que ça peut finir par être résolu. Mais est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Ça, c'est ce que j'en suis sûr. Oui, si on parle des relations bilatérales égypto-algériennes, on a toujours eu de très bonnes relations, les deux pays. Alors parlez-nous en tant que citoyen égyptien qui a vécu une bonne période en Algérie. Traditionnellement, on a eu des relations, surtout dans le temps de la colonisation de l'Algérie. Donc l'Égypte était vraiment très proche et tous mes confrères algériens ne peuvent pas oublier ça, le rôle que l'Égypte a joué dans le temps du président Nasser pour aider l'Algérie à sortir de l'occupation française à cette période. L'Algérie a aidé l'Égypte quand même, ou bien a été là l'Algérie durant la guerre de 1973, absolument, ils se sont participés, ils ont aidé l'Égypte. Donc on a une coopération et on a des relations qui sont très proches. Je pense que aujourd'hui, on a un genre de relation qui peut être, qu'on peut le décrire comme des relations modèles entre les deux pays arabes. Si tous les pays arabes avaient des relations bilatérales comme celui de l'Égypte et l'Algérie, je ne pense pas qu'on aurait eu les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais là, malheureusement, les pays arabes sont 22 pays, ne sont pas 2 seuls. Donc la question, c'est comment utiliser ça comme modèle, comment utiliser le poids des deux pays qui est assez important pour que on puisse un peu réduire, si on ne pas éliminer les différences entre les pays arabes. Et je pense l'urgence immédiate, je pense que c'est la cause libyenne. La Libye, c'est très important. On a un pays qui est dans un très grand risque, disons. Ouais. Okay? Pour le pays et pour ses voisins. Donc je pense que ça devient très haut sur la liste de priorités pour les relations bilatérales et aussi pour le sommet. N'oublions pas quand même que l'Égypte et l'Algérie possèdent, ou bien ils ont 2 représentants à la Première Ligue en Angleterre. Nous parlons de Mohamed Salah et Riyad Mahrez, qui cartonnent dans la Première Ligue anglaise et qui sont considérés comme les 2 des meilleurs joueurs en Angleterre. Alors franchement, c'est une ressemblance et c'est très bien quand même. Et une chose que j'ai appris, ayant vécu 7 ans et quelques mois en Algérie, de ne pas parler football. D'accord. Très bien. Mais
Je rends hommage à vous avez tout à fait Mohamed raison. Salah et Riyad Mahrez. Bon, passons à un autre sujet, c'est concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec les membres du Conseil supérieur de la police à l'occasion de la célébration de la fête de la police prévue demain, le 25 janvier. Le chef de l'État a également rendu hommage aux familles des martyrs de la police. Regardons ce commentaire. À l'occasion de la célébration de la fête de la police, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé hier un discours dans lequel il a déclaré que le 25 janvier est le jour de la fierté et de la dignité nationale qui nous rappelle d'un souvenir cher et précieux dans le cœur et la conscience de chaque Égyptien. Un souvenir avec lequel les cris de la liberté et l'indépendance nationale s'emplissent. Ce jour-là, en 1952, il y avait une avant-garde d'honorables fils d'Égypte à une date avec la gloire qui a immortalisé leur héroïsme dans la mémoire nationale dont les générations égyptiennes les imitent et s'en vantent comme le prouvent ce jour-là les policiers égyptiens que la défense des patries ne dépend pas de la possession des outils et du matériel. Cela dépend plutôt de l'étendue de la foi et de la croyance enracinée dans les esprits des hommes. Le président Al-Sisi a déclaré que l'objectif suprême de l'État est de préserver sa survie et de garder la sécurité et la sûreté de ses citoyens. Cela ne se fera pas sans la présence d'une police nationale bien consciente de la nature de sa mission. Le rôle de nos fils des policiers à lutter contre le terrorisme est la meilleure preuve que la source de cette nation n'a jamais épuisé. Sa bande terre est toujours généreuse sur laquelle vivent des hommes qui connaissent la valeur de l'appartenance à la nation. Un salut d'appréciation et de fierté aux âmes des martyrs qui ont choisi l'éternité au paradis plutôt que de rester sur terre et à leurs familles qui ont souffert et enduré leur séparation afin de garder l'Égypte la tête en haut. Le président de la République a déclaré qu'il ne manque pas non plus aujourd'hui de saluer tous les Égyptiens de la révolution de 25 janvier qui a exprimé l'aspiration des Égyptiens à construire un nouveau futur pour cette patrie où tout le peuple jouisse d'une vie décente. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Ce qui a été réalisé au niveau économique n'est qu'une étape sur la voie de la construction de l'avenir que nous cherchons à consolider les bases de sa stabilité pour construire la nouvelle République qui préserve la dignité du citoyen égyptien en lui fournissant les meilleurs moyens de vivre. Toujours les mouvements diplomatiques de l'Égypte. Voilà, M. Samar Choukli, le ministre des Affaires étrangères, vient de regagner l'Égypte après une visite à Masrat, la capitale du sultanat d'Oman. Beaucoup de dossiers entre les deux pays, frères, très amis, etc., avec de très bonnes relations durant toute l'histoire. Mais en même temps, peut-être pour préparer le sommet arabe aussi. Je suis sûr, parce que ce qu'on appelle maintenant Oman, que c'est un peu la Suisse du Golfe. Pardon, on parlait tout à l'heure de la fête de la police. Okay. Pardon, on va parler tout à l'heure d'Oman, okay. Et là c'est la fête de police. Ben, la fête de la police, je pense que avant la 2014 et que le président Sisi revient pour prendre sa fonction, je pense que c'était une fête, comment dire, pour la formalité, si vous voulez. On se rappelait tout ce qui est passé en Ismaïlia et durant l'occupation anglaise de l'Égypte. En 1952, si je me trompe absolument. pas. Mais après que les Égyptiens ont vraiment vécu une période sans police,
Ça, c'était entre la révolution et le changement dans le pouvoir en Égypte. 2011, 2012. Oui. Dans cette période-là, je pense que on a tous vraiment touché la valeur d'avoir une police qui gère la sécurité dans le pays. On était tous menacés. On ne se sentait pas la paix et la joie que normalement... Vous ne sentez pas la sécurité, c'est vrai. Absolument. L'Égypte était toujours un pays où on pourrait aller acheter ses besoins à 3 heures du matin. On ne craignait rien si sa fille va sortir ou va rentrer un peu tard ou quelque chose comme ça. Mais dans cette période-là, si on se rappelle les histoires avec les voitures qui étaient volées, donc c'est là que tout le monde... Et les enfants kidnappés. Absolument, c'était pas quelque chose où il y a 60 ou 70 ans. Non, c'était quelque chose que plus ou moins tous on a vécu. C'est vrai. Et là, ça devient vraiment... On comprend les genres de sacrifices que nos confrères dans la police égyptienne ont tous fait pour que on peut rester chez nous en toute sécurité. Et là, on doit les remercier parce que ce n'est pas facile. C'est un travail terriblement exigeant pour eux, pour leur famille. Et il y en a aussi simplement qui perdent leur vie, qui deviennent des martyrs, lorsqu'ils sont en train de nous défendre pour qu'on puisse avoir une vie sécurisée. Et l'autre dimension, si le plus grand défi de l'Égypte, c'est un défi économique, on ne peut pas imaginer un développement économique qui n'est pas soutenu par une situation sécuritaire qui est robuste. Parce que si un investisseur ou une société va venir s'installer en Égypte, numéro 1 et 2 et 3, c'est comment ils vont être sécurisés. Si ce n'est pas le cas, personne ne va venir investir en Égypte. Donc, je pense que la fête de la police en Égypte maintenant a pris une dimension tout à fait réaliste. Et ça veut dire beaucoup de choses pour le peuple égyptien. Oui, mais il faut mentionner aussi un travail dur, très important, qui nous a protégés du terrorisme. Alors le rôle de la police dans le combat contre les terroristes, surtout dans le Sinaï. Écoutez, on a le terrorisme, on a les drogues, la police est vraiment dans autant et dans plusieurs domaines que sans eux, je pense que notre vie, nos enfants, notre petits-enfants auraient été dans un risque énorme dans plusieurs dimensions. C'est vrai. Donc l'économie, c'est un peu partout. Donc ils sont vraiment essayent ou faire un super travail dans plusieurs dimensions. Et notamment le terrorisme, bien sûr. Bien sûr. Alors, nous demandons la paix et pour les âmes des martyrs de la police, qu'on a vraiment perdu durant les dernières années dans Sinaï et ailleurs en faisant leur devoir. Je passe à un autre sujet, surtout on revient pour les relations égypto-arabes et le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a regagné le Caire en provenance de Masqat, où il s'est rendu samedi pour présider la partie égyptienne, participant à la 15e session du comité égypto-omanais. Le chef de la diplomatie a examiné avec de hauts responsables omanais les moyens de distinguer entre les deux pays nombre de questions arabes et de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Regardons ce reportage. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a regagné le Caire en provenance de Masqat,
où il s'est rendu samedi pour présider la partie égyptienne participant à la 15e session du comité égypto-romanais. Le chef de la diplomatie a examiné avec de hauts responsables omanais les moyens de renforcer les relations distinguées entre les deux pays, en plus de l'examen de questions arabes et de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Dans le cadre de sa visite, M. Choukri a visité les conseils omanais d'État et de la Shura. Il s'est également entretenu avec son homologue omanais Badr el-Boussaïti et on prépare à une réunion de la 3e session du Conseil d'affaires égypto-omanais. Était aussi présent le ministre omanais du Commerce Qais el-Youssef. Un nombre de mémorandums d'entente et de programmes de coopération ont été signés en marge des travaux du comité. M. Choukri a également assisté à l'ouverture de la 3e édition du Conseil d'affaires égypto-omanais. M. Choukri a assisté avant de quitter la capitale omanaise, Masqat, à l'inauguration du nouveau siège du club de la diaspora égyptienne au Sultanat d'Oman. Monsieur Ahmed Lessi Nassif, je rappelle que vous êtes conseiller international en gestion et économie. Alors, les relations égypto-omanaises C'est des relations qui partent très loin. Historiquement, on a toujours eu de très bonnes relations avec le sultanat d'Oman depuis très longtemps. Je pense que cette visite de son Excellence, le chef de la diplomatie égyptienne en Oman, ça vient dans le cadre aussi de la préparation pour le sommet arabe. Oman joue un rôle qui est très très spécial, on l'appelle quelquefois la Suisse du Golfe. Oman est un pays qui fait beaucoup de médiation. Elle ne prend pas des côtés, si vous voulez, donc pour qu'elle garde la même distance avec tout le monde. Donc elle peut toujours médier dans pas mal des sujets. Je pense, j'ai pas d'informations, mais je pense que ce qui doit être un sujet très important, c'est la discussion entre les menaces, les dernières menaces ou les dernières attaques. Ce ne sont pas des menaces, ce sont des attaques qui ont parti dans la direction de les Émirats au Moussafah à Abu Dhabi. Donc ça, c'est une évolution très sérieuse. De la part des Houthis. Bien sûr. Donc, et je pense que, et notamment s'il y a des attaques pareilles qu'il y a très longtemps, malheureusement, qui sont en train de partir vers l'Arabie Saoudite. Donc, je pense que ce sujet doit être des sujets très importants sur la liste de discussions entre les deux pays. Et aussi la situation dans le Golfe, généralement, les attentats iraniens ou la présence iranienne dans la région et la situation en Irak qui est d'une importance très élevée et donc je pense que ça doit être les sujets d'importance pour ces discussions et notamment dans la préparation du sommet, parce que je pense que chacun de ces sujets va être provoqué ou évoqué dans les réunions du sommet arabe. C'est vrai que le sultanat d'Oman est un pays très paisible et qui garde la même distance avec tous les pays arabes et qui a que des amitiés. Alors comment le sultanat peut jouer un rôle pour rapprocher les points de vue de tous les pays arabes sur les questions de différence? Le sujet très chaud, deuxième fois, c'est la guerre au Yémen. Oui. Donc, d'une façon ou l'autre, on doit conclure cette guerre. Elle est en train de consommer les moyens de pas mal de pays dans le Golfe
et en même temps en Yémen aussi. Et des vies, et des Absolument, infrastructures. Absolument. Donc, on doit... Et je ne vois pas vraiment la fin. Ce que je crains, que ça devienne comme la guerre iranienne qui a duré plus que 8 ans. Et puis, finalement, ça s'est terminé sans aucun changement, sans résultat. Voilà. Donc, j'aimerais pas voir la même chose en Yémen. Donc, si jamais on peut prendre une médiation, on peut prendre une solution diplomatique, mais où est-ce qu'on va? Et on a essayé en Égypte, le Yémen. Moi, j'ai parti plusieurs fois en Yémen, je connais le Yémen très bien. La géographie est très très difficile et je ne suis pas vraiment sûr, pour être tout à fait honnête, où est-ce qu'on va finir. Donc je pense... Et aussi, il y a une solution militaire. Est-ce qu'il y a une solution militaire pour ce que se passe en Yémen? Je comprends très bien le coût et je pense que tout à fait l'Émirat ou l'Arabie Saoudite ont tous les droits dans le monde pour se venger ou pour se défendre. Ça, tout à fait, je suis d'accord. Et puis. Donc, je pense que on doit trouver des moyens pour qu'on arrive à une solution diplomatique en Yémen. C'est clair qu'il n'y a pas de solution militaire. Donc j'espère que ça si on passe à la question de la Syrie, par exemple, et le siège de la Syrie, le retour, quel est le rôle du sultanat pour rapprocher les points de vue? C'est pas aussi facile, cette question, parce que on doit se demander avant où est-ce qu'est la Syrie. La loyauté de la Syrie, est-ce que c'est pour le contexte arabe ou pour les relations iraniennes? Donc là, je pense que les Syriens ont une question très importante à répondre. Je pense que Oman ayant de très bonnes relations avec l'Iran et ainsi avec la Syrie et la plupart ou presque tous les pays arabes, y compris l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis. Absolument. Donc je pense qu'elle est la meilleure placée pour jouer ce rôle de médiation. Mais on a vu l'initiative de Mohammed bin Zayed quand il est allé visiter la Syrie il y a quelques semaines. Donc il y a une évolution. Et ce qui est très important à noter, que le rôle américain a changé un peu dans la région après la dernière, le changement d'administration américaine. L'arrivée de Biden, oui. Donc là, on doit un peu se demander, et puis quoi, toujours en Syrie. Ça reste la question. On ne peut pas oublier ce qui se passe en Liban. Le Liban est dans un... C'est instable jusqu'à maintenant. Mais la situation est vraiment très fragile, vraiment très fragile. Je vois que Saad al-Hariri, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, a annoncé qu'il n'a plus aucun intérêt de poursuivre n'importe quel rôle politique. Ce que je vois qui est en train de se passer dans l'économie, c'est une chute libre pour l'économie. L'économie a reculé. Je pense qu'on est maintenant à un GDP de moins de 20 milliards de dollars. Le taux de change a flambé. Donc, je pense pas. C'est pour ça que je dis que c'est une situation très fragile, parce que quand on a une catastrophe économique, ça va aboutir de quelque chose dans des autres directions. Donc aussi, ça doit être un sujet très important. Nous avons 1 minute pour la fin de notre émission. Je veux parler des relations entre l'Égypte et le sultanat d'Oman.
dans les différents domaines, mais en 2 mots. Bah, on voit depuis lors du sultan Qaboos et puis le nouveau sultan que l'Égypte était toujours très proche avec le sultanat d'Oman. Je pense que l'Oman aussi, une deuxième fois, a joué un rôle entre Qatar et les 4 pays, c'était l'Égypte, l'Arabie, Bahreïn. Quand ils ont eu le boycott, je pense que Oman a joué un rôle très important, très positivement, pour rétablir les relations entre les pays. Donc, le sultanat est toujours un médiateur de paix et un vrai frère pour l'Égypte. Absolument. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed El-Lessi. Vous êtes consultant international en gestion et en économie. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain avec une nouvelle édition de Direct. Très bonne soirée. Au revoir.